Le cancer est très facilement évitable. Si l'establishment médical reconnaît ce que je sais sur la maladie, ses causes et ce que nous ne faisons pas en matière de prévention du cancer, cela sera considéré comme la plus grande tragédie de l'histoire de la médecine. Le professeur Seyfried est professeur de biologie, de génétique et de biochimie et il a passé les 30 dernières années à rassembler des preuves scientifiques sur l'origine possible et la prévention du cancer. La situation du cancer s'aggrave et il n'y a aucun progrès dans la réduction des taux de mortalité. Je peux en expliquer les raisons. Tous les centres de cancérologie partent du principe que le cancer est une maladie génétique. Vous pensez autrement? Ce que je crois n'a pas d'importance. Il s'agit ici des faits. Les preuves sont claires. Le cancer est une maladie métabolique. Et le problème, c'est que notre mode de vie fait tout pour déclencher le cancer. Les preuves scientifiques existent. Nous savons que le cancer était rare chez les tribus africaines, qui vivaient selon des modes de vie traditionnels. Mais dès que le mode de vie moderne a fait son apparition dans leur société, le cancer est soudainement devenu une cause de mortalité. C'est pareil chez les chiens. Nous savons que les loups à l'état sauvage ne meurent pas de cancer, mais chez les chiens, le cancer est la première cause de mortalité. Pourquoi? Cela vient de nos habitudes de vie, et beaucoup d'entre nous font des choses sans savoir qu'ils s'exposent à un risque supplémentaire. Notre thérapie métabolique peut être utilisée à la fois pour la prévention et le traitement. Nous voyons de plus en plus de patients prétendument incurables qui survivent à leur pronostic grâce à cette thérapie. Laissez-moi vous dire une chose. Si vous suivez la thérapie métabolique, vous pouvez réellement réduire le risque de cancer et apaiser la peur des patients. Que voulez-vous dire exactement par thérapie métabolique? Si quelqu'un vous aborde dans la rue et ne sait absolument rien sur la science ou la médecine et vous demande « Que faites-vous dans la vie? Et pourquoi faites-vous cela ?» Que répondriez-vous? Je suis professeur de biologie au Boston College. Dans ce rôle, je passe beaucoup de temps à travailler avec des étudiants de licence et de master et à les former pour qu'ils deviennent compétents scientifiquement dans différents domaines de la biologie. Le programme de recherche que nous avons à l'université est également axé sur une meilleure compréhension de la manière de traiter le cancer, comment il se développe et comment le prévenir. Quelle est l'ampleur du problème du cancer dans le monde? Quelles sont les principales manchettes ou statistiques sur la situation mondiale du cancer pour quelqu'un qui n'y connaît vraiment rien? Cela ne fait qu'empirer. Je ne peux pas le dire exactement, mais ce sont des millions. Je sais assez bien ce qui se passe dans ce pays, car l'American Cancer Society publie chaque année les nouvelles données sur le cancer. Nous avons presque 2 millions de nouveaux diagnostics de cancer par an aux États-Unis. Et nous avons environ 1700 personnes par jour qui meurent du cancer aux États-Unis, ce qui correspond à environ 70 personnes par heure. Si nous regardons, par exemple, la Chine, j'ai consulté quelques chiffres chez eux, et c'était 8000 personnes par jour qui meurent du cancer. Eh bien, évidemment, la population y est beaucoup plus grande, et je ne sais pas comment c'est au Royaume-Uni. Je veux dire, nous devrions consulter leur registre du cancer. Mais ce que nous savons, c'est qu'il devrait être nettement pire d'ici 2050 qu'aujourd'hui. Nous ne pouvons donc pas constater de réelle diminution des décès et des souffrances causées par cette maladie. Je peux expliquer les raisons de manière très précise, mais pour l'instant, je dirais qu'il s'agit d'une épidémie mondiale de cancer. Cela ne s'améliore pas, cela empire. De plus en plus de personnes en meurent, et il n'y a pas de réel progrès dans la réduction du taux de mortalité. C'est donc une grande tragédie. Et lorsque nous comprendrons ce qui cause le cancer et ce que nous ne faisons pas pour prévenir ou traiter la maladie, cela sera reconnu comme la plus grande tragédie de l'histoire de la médecine mondiale. Quand l'establishment finira par enregistrer ce que je sais sur cette maladie, et réalisera alors tout ce que nous avons fait de travers jusqu'à présent. Ainsi, notre traitement actuel sera considéré comme la plus grande tragédie de l'histoire de la médecine. De quel type de cancer meurent les gens? Quels types de cancers sont les plus fréquents chez les hommes et les femmes? Eh bien, c'était presque toujours le cancer du poumon, tant chez les hommes que chez les femmes. Le cancer du poumon a toujours été le numéro 1, mais nous avons aussi le cancer du pancréas, le cancer du sein, le cancer colorectal. Tout ceci augmente. Le cancer colorectal augmente. Le cancer du pancréas augmente ici aux États-Unis. Je ne peux pas parler pour d'autres pays. Les types de cancers peuvent légèrement différer selon l'alimentation et le mode de vie. Mais le cancer du poumon a toujours été considéré comme le type de cancer le plus fréquent. Combien de personnes aux États-Unis vont alors, selon les statistiques, développer un cancer? Eh bien, il semble augmenter chaque année. C'est une tendance à la hausse. Le cancer ne semble pas diminuer, au contraire. Ce que nous savons, c'est que le nombre de personnes qui meurent chaque jour du cancer est d'environ
1700. Car l'American Cancer Society fournit ces chiffres. Je crois qu'il mentionne 612 000 personnes qui mourront du cancer en 2024. Si vous divisez ce chiffre par 365, cela donne environ 1700 personnes par jour. En divisant ce chiffre par 24, on obtient environ 70 personnes par heure sur la base des chiffres fournis par l'American Cancer Society. Bien qu'ils prétendent que nous avons fait de grands progrès dans les cas de cancer. Donc, dans les années 1990, ils ont lancé les campagnes anti-tabac. D'accord. Et aujourd'hui, quand on lit, il est dit que nous avons réduit les décès par cancer de 32 ou 33%. Waouh, cela semble vraiment impressionnant. Donc, ce que vous faites, c'est que vous prenez le chiffre mesuré avant cette campagne, avant que fumer ne soit considéré comme socialement inacceptable, comme documenté dans leurs publications. D'accord, si nous n'avions pas arrêté de fumer dans les années 90 et que tout le monde avait continué à fumer, la courbe de développement aurait été très, très raide. Mais comme nous avons arrêté de fumer, nous avons 33% de décès en moins que si nous n'avions pas arrêté de fumer. Mais la courbe de développement continue d'augmenter, peut-être pas aussi abruptement que si nous avions continué à fumer. C'était donc clairement préventif. Cela n'a rien à voir avec un traitement du cancer lui-même. Cela avait à voir avec la prévention. Mais vous auriez dû dire, nous avons fait de grands progrès dans la réduction du taux de mortalité par cancer parce que les gens ont arrêté de fumer. Oui, beaucoup plus de personnes seraient mortes si elles n'avaient pas arrêté de fumer. Toute cette logique des chiffres ne tient donc pas la courbe de développement. Nous considérons seulement ce qui se serait passé si nous n'avions pas arrêté de fumer. Quelles sont les causes de décès les plus courantes dans le monde en ce qui concerne les maladies? Les maladies cardiaques sont probablement la cause la plus fréquente. Les maladies cardiaques sont en première position. Le cancer est en deuxième position. D'accord. Et il y a beaucoup de types différents de cancer, n'est-ce pas? Il existe des centaines de formes différentes de cancer. Quand on regarde sous le microscope électronique, la plupart des cancers sont cependant diagnostiqués par microscopie optique. On regarde sous le microscope et on voit un amas de cellules qui ont l'air dysmorphiques, déformées. Et elles ont toutes des défauts génétiques et tout ce genre de choses. Mais elles ont toutes un point commun. Elles dépendent de la fermentation, la production d'énergie sans oxygène, donc tous les types de cancers sont la même maladie. Elles ne se manifestent que dans différents tissus. Mais dans leur structure fondamentale, tous les types de cancers sont similaires. Aucun cancer ne peut survivre sans fermentation, production d'énergie sans oxygène. C'est donc le problème pathophysiologique commun à tous les types de cancers, qu'il s'agisse de l'intestin, du cerveau, du sein, de la vessie, de la peau, des poumons. Nous avons étudié tous ces types de cancers et ils utilisent essentiellement tous le même mécanisme pour croître de manière incontrôlée. Qu'est-ce que cette fermentation que vous avez mentionnée? C'est de l'énergie sans oxygène. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Nous inhalons de l'air et expirons du CO2 et de la vapeur d'eau. Ce sont les déchets des aliments que nous consommons. Tout est métabolisé et brûlé dans les mitochondries de nos cellules. Et les déchets sont le CO2 et la vapeur d'eau. Ce sont les déchets. Mais si toi et moi arrêtions de respirer pendant un certain temps, nos corps s'accumuleraient en acide lactique et acide succinique, comme chez quelqu'un qui a une crise cardiaque. Il ne meurt pas immédiatement. Si vous êtes sans oxygène pendant 5 ou 6 minutes, vous ne mourrez qu'alors, car le cerveau meurt. Mais si on parvient à faire battre le cœur à nouveau et qu'on ramène de l'oxygène dans la circulation, on peut revenir à la vie. Mais si nous avons une interruption massive de l'apport en oxygène dans notre corps, les cellules reviennent à un mécanisme ancien. Elles activent immédiatement ces anciennes voies métaboliques pour obtenir de l'énergie sans oxygène pendant une courte période. Et cela grâce à la fermentation du glucose qui est déjà présent dans notre circulation sanguine grâce à l'alimentation. Et l'acide aminé glutamine qui est également présent dans notre sang. L'acide aminé avec la plus haute concentration dans notre sang est la glutamine. Ces deux combustibles sont maintenant brûlés pour produire de l'énergie sans oxygène. Ces voies métaboliques sont régulées à la hausse et on peut obtenir de l'ATP, donc de l'énergie, pour rester en vie pendant une courte période. Mais notre circulation sanguine se remplit des déchets appelés acide lactique et acide succinique. L'acide lactique est produit à partir du glucose, donc du sucre. L'acide succinique provient de l'acide aminé glutamine, et il s'accumule, et cela te montre que tu fermentes. Tu obtiens de l'énergie sans oxygène, car tu ne respires pas.
Tout simplement. Tu ne respires pas, mais tu n'es pas encore mort. Bien sûr, on finit par mourir si la fermentation ne suffit plus. Voilà pour ça. Eh bien, une autre façon d'arrêter rapidement l'apport en oxygène dans notre corps est le poison cyanure. Donc, si nous devions, Dieu nous en préserve, ingérer du cyanure, nous serions tous les deux morts en 1 minute, simplement parce que notre corps serait complètement coupé de l'apport énergétique par l'oxygène. Et voici la cellule cancéreuse. La cellule cancéreuse peut survivre au cyanure. Le cyanure ne tue pas les tumeurs, d'accord? Otto Warburg l'a montré il y a longtemps, et nous avons prouvé la même chose dans notre laboratoire. D'autres l'ont également prouvé. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous regardez les cellules cancéreuses, même en présence d'oxygène, même dans l'oxygène, elles émettent de l'acide lactique et de l'acide succinique. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que l'organite, dans la cellule qui génère de l'énergie, n'est pas efficace. Il est inefficace, et les cellules utilisent cette forme ancienne de fermentation. Si tu veux apprendre comment intégrer le régime kétogène et le protocole PressPulse dans ton traitement contre le cancer, rends-toi simplement sur school.com/keto4cancerfrench, la nouvelle communauté de notre analyste de recherche Johnny Rockermeyer. Dans cette nouvelle plateforme communautaire, tu peux échanger avec d'autres patients et apprendre de leurs expériences. Tu peux également facilement rechercher les contributions que d'autres membres ont déjà partagées. Tu auras aussi accès à notre salle de cours, qui offre des recommandations pratiques et des outils pour obtenir les meilleurs résultats, avec de nouveaux contenus chaque mois. Cette section couvre toutes les parties du protocole PressPulse que tu devrais mettre en place, en commençant par les concepts scientifiques généraux du docteur Thomas Seyfried, et nous te montrons comment commencer le régime kétogène, avec un aperçu de les meilleurs aliments, et ceux à éviter. De plus, nous avons préparé une liste de médecins spécialisés en thérapie métabolique, ainsi que des informations sur les médicaments, l'inhibition du glutamine et la thérapie à l'oxygène hyperbare. Alors, jette un œil à school.com/keto4cancerfrench. Et quand je parle de fermentation ancienne, il faut se rendre compte que la Terre a 4,5 milliards d'années. Les organismes qui existaient sur notre planète il y a 2,5 milliards d'années étaient tous des fermenteurs. En effet, il n'y avait pas d'oxygène jusqu'à ce que les bactéries commencent à en produire. Il y avait des cellules vivantes. Elles n'avaient pas d'oxygène. Et elles croissaient comme des folles. Une croissance non régulée, tout simplement non régulée. Et elles mouraient après que les combustibles fermentibles de leur environnement étaient épuisés. Ensuite, elles mouraient par manque d'énergie. Elles ne vivaient donc que tant qu'elles pouvaient se reproduire et utiliser des combustibles de fermentation. La cellule cancéreuse dans notre corps ne fait rien d'autre que de recourir à ces anciennes voies de fermentation. Celles-ci sont accélérées et fortement régulées dans la cellule tumorale, car l'efficacité de la production d'énergie à partir des mitochondries est épuisée. Elle est défectueuse de nombreuses manières différentes. C'est un fait établi, et cela se produit dans le cancer du poumon, le cancer du côlon, et ainsi de suite. Nous avons examiné tous les types de cancers et avons découvert que ces défauts apparaissent dans tous les types de cancers. Ainsi, les cellules cancéreuses ont un métabolisme très similaire. Elles ont une apparence différente au microscope. Le cancer du poumon est différent du cancer du côlon ou du cancer du cerveau. Génétiquement, ils sont également différents. Ils se distinguent tous les uns des autres, mais ils ont tous une dépendance commune à cette ancienne voie de production d'énergie. Revenons un instant en arrière. Vous avez mentionné quelqu'un du nom de Warburg. Comment êtes-vous personnellement arrivé à la conclusion que le facteur causal central de l'apparition du cancer réside dans le fait que le cancer trouve sa véritable origine dans ce changement des systèmes énergétiques? Où a commencé cette compréhension dans la recherche? Cela a certainement commencé avec Otto Warburg dans les années 20. Nous y reviendrons plus tard. Avant de te parler davantage d'Otto Warburg, j'étais comme tout le monde. Je pensais que le cancer était une maladie génétique. Oui, j'avais entendu parler de Warburg, mais je ne savais pas vraiment de quoi il parlait. Je n'avais pas pris le temps de réfléchir à ce que ses recherches impliquaient. J'ai d'abord été influencé par Linda Niebling. Elle était étudiante en soins infirmiers à l'université Western Reserve dans l'Ohio. Elle a pris en charge ses 2 petits-enfants désespérés. En cas de cancer du cerveau, nous parlons de désespoir, car ils n'ont aucune perspective de survie à long terme. Elle leur a administré un régime cétogène pour abaisser la glycémie, et elle a pu sauver ses enfants. L'un est finalement décédé, l'autre enfant est mort bien plus tard.
Elle a dit que sa stratégie était basée sur ce qu'Otto Warburg avait dit à propos du glucose et du cancer. Alors je me suis demandé, Warburg, qu'est-ce qui se passe ici? Je dois découvrir qui était ce type et ce qu'il a recherché. Car j'ai vu des choses similaires chez des souris avec ce médicament qui a baissé la glycémie. Nous pouvions soudainement faire rétrécir leur tumeur. Et nous avons publié un article, l'un des tout premiers à relier les deux choses. Le niveau de sucre dans le sang détermine à quelle vitesse la tumeur se développe chez les souris, et cela a ensuite été reproduit dans tous les types de cancers humains. Plus ton taux de sucre dans le sang est élevé, plus la tumeur se développe rapidement. Plus le taux de sucre dans le sang est bas, plus la tumeur se développe lentement. C'est clair pour tous les types de cancers. Warburg l'avait déjà dit il y a longtemps, dans les années 20. Il a pris des coupes de tissus de toutes sortes de tumeurs humaines et de souris, et les a examinées en détail. Et il a remarqué quelque chose de vraiment étrange à propos de ces cellules cancéreuses. Elles absorbent moins d'oxygène par rapport au tissu normal dont elles proviennent. Donc, elles sont en quelque sorte pauvres en oxygène. Et elles excrètent ce déchet d'acide lactique, comme il l'a dit. Et elles absorbaient beaucoup plus de glucose que les cellules normales. Les cellules normales absorbent seulement un peu de glucose et peuvent en tirer d'énormes quantités d'énergie. Les cellules cancéreuses, en revanche, absorbaient d'énormes quantités de glucose, mais ne le métabolisaient pas complètement en CO2 et en eau. Elles l'excrétaient sous forme d'acide lactique, un produit de dégradation du glucose, qui n'est pas complètement métabolisé dans la cellule. « Waouh !» dit-il, « c'est incroyable. » Et puis il a examiné toutes sortes de types de tissus. J'ai regardé ces données. Elles étaient incroyables. Il disséquait des humains, des souris, des rats et voyait toujours la même chose. Et il a dit: l'origine du cancer est liée à la capacité des mitochondries à produire efficacement de l'énergie à partir de l'oxygène. Les mitochondries sont nos producteurs d'énergie. Les mitochondries sont donc la partie de la cellule qui produit de l'énergie. C'est la partie de la cellule qui génère de l'énergie par phosphorylation oxydative, c'est-à-dire en brûlant de l'énergie à l'aide de l'oxygène. D'accord, donc comme un moteur. C'est comme un moteur très efficace. C'est un organite. Il faut comprendre que nous avons la cellule, nous avons un noyau cellulaire que tout le monde connaît, ce noyau cellulaire. Et puis nous avons tous ces petits organites à l'intérieur. Nous avons des lysosomes et nous avons la mitochondrie, qui ressemble à un réseau de spaghettis à l'intérieur de la cellule. Les deux sont unis. Ils sont en réalité un deuxième organisme vivant dans nos cellules. Pour le dire simplement, les mitochondries transforment l'oxygène et le glucose en énergie? Oui, elles brûlent de l'énergie. Elles prennent les aliments que nous mangeons. Ces aliments contiennent des liaisons carbone-hydrogène, d'accord? Et nous les décomposons dans nos mitochondries. Et lorsque nous brisons ces liaisons, nous créons un gradient d'hydrogène. Et nous résolvons ce gradient via un mécanisme d'impulseur. Cela génère de l'énergie sans fin. Un système incroyablement génial, hautement efficace. Mais les cellules cancéreuses ont un dysfonctionnement dans ce système. Cela ne se produit pas du jour au lendemain. Comme l'a dit Warburg, si on détruit ce système trop brusquement et trop rapidement, la cellule meurt. Il faut 2 développements pour passer de la phosphorylation oxydative à la production d'énergie par fermentation. Pour qu'une cellule normale devienne une cellule cancéreuse pathologique, cela ne se produit bien sûr pas du jour au lendemain. D'accord. C'est une atteinte chronique de la capacité de cet organite à produire efficacement de l'énergie à l'intérieur de la cellule. D'accord? Donc, nous devons simplement savoir pour les cellules cancéreuses, comment poussent-elles si rapidement? Pourquoi deviennent-elles incontrôlables? Pourquoi est-il si difficile de les tuer? Parce qu'elles continuent de croître, tant qu'il y a des combustibles fermentescibles qui alimentent cette voie métabolique ancestrale. Et elles sont très difficiles à tuer. Les combustibles fermentescibles sont le glucose et Glutamine. tamine. Exactement. Alors, laisse-moi résumer cela brièvement. J'espère que cela a du sens. Alors, voici ma solution au problème du cancer. Pour traiter le cancer sans toxicité, il faut restreindre simultanément les 2 combustibles qui alimentent cette croissance dysrégulée, tout en convertissant l'ensemble du corps à un combustible que les cellules tumorales ne peuvent pas utiliser, à savoir les acides gras et les corps cétoniques. Donc, si nous prenons les patients atteints de cancer ou les souris, nous les mettons sur un régime cétogène, éventuellement réduit en calories, pour abaisser la glycémie. Cela, comme je l'ai dit, est une moitié des 2 combustibles. On peut vraiment abaisser fortement la glycémie. Et ensuite, nous utilisons certains médicaments pour cibler la glutamine. Et ensemble, nous pouvons cibler la restriction des 2 combustibles
tout en adaptant l'ensemble du corps aux cétones. En tant qu'espèce, nous avons évolué de telle sorte que nous avons passé la majeure partie de notre existence, environ 1,5 million d'années, dans un état de cétose. Pendant des siècles et des millénaires, toi et moi, notre espèce, nos ancêtres, nous nous trouvions très souvent dans un état de cétose nutritionnelle, car il y avait très peu de glucides dans leur environnement qu'ils pouvaient consommer, n'est-ce pas? Notre physiologie peut s'adapter à un métabolisme des corps cétoniques en réduisant les glucides ou par le jeûne hydrique, un état dans lequel les cellules normales, comme le cerveau, les reins et le cœur, brûlent des corps cétoniques. Les cellules tumorales, en revanche, ont des mitochondries malades. Elles ne peuvent pas brûler ces combustibles. Elles dépendent du glucose et de la glutamine. Nous pouvons remplacer le glucose et la glutamine dans les cellules normales de notre corps par des cétones. Ainsi, nous ciblons et éliminons progressivement ces cellules tumorales au fil du temps. Elles commencent lentement à mourir. Les vaisseaux sanguins des tumeurs disparaissent. Le corps peut les décomposer et les dissoudre. Pour quelqu'un qui n'a jamais entendu parler du terme keto, cétose ou corps cétonique, que sont les cétones expliquées simplement? Les cétones sont des produits de dégradation solubles dans l'eau des acides gras. Une variante est le bêta-hydroxybutyrate. Ce sont de petites molécules qui sont solubles dans l'eau. Le foie les libère en grande quantité dans la circulation sanguine. Un peu aussi les reins, mais principalement le foie. Comme je te l'ai dit plus tôt, si nous ne mangeons rien pendant longtemps dans la journée, nous devenons nerveux, surtout parce que notre cerveau est accro au glucose. C'est comme la cocaïne, la nicotine et autres. On devient agité en se disant « je n'ai encore rien mangé, qu'est-ce qui se passe? J'ai faim ». Dès que le corps réalise que tu ne consommes vraiment aucune calorie, nous commençons à mobiliser nos réserves de graisse. Les graisses entrent dans la circulation sanguine sous forme de triglycérides. Ce sont 3 acides gras liés à un squelette de glycérol. Ils atteignent le foie. Le foie les décompose et produit à partir de ceux-ci ces petits corps cétoniques solubles dans l'eau. Le terme corps cétonique est une expression un peu étrange de la biochimie, mais c'est ainsi qu'on les appelle. Et ils peuvent fournir de l'énergie au cerveau ainsi qu'au cœur. Et pas seulement cela, ils sont carrément un supercarburant. C'est incroyable. Les mitochondries brûlent ces cétones, d'accord? Te souviens-tu comment j'ai parlé de l'efficacité énergétique des mitochondries? Lorsqu'elles brûlent des cétones, elles deviennent encore plus efficaces sur le plan énergétique. C'est incroyable de voir à quel point elles ont besoin de peu d'oxygène pour produire plus d'énergie. C'est pourquoi des collègues et des leaders dans le domaine de la biochimie qualifient les cétones de supercarburants. Car on obtient plus d'énergie par unité en brûlant un corps cétonique qu'en brûlant du pyruvate provenant du glucose ou même des acides gras. La biochimie est très intéressante. Il est surtout important de passer de ces carburants aux cétones. N'oubliez pas, nous avons évolué de cette manière. Nos ancêtres étaient dans un état de cétose. On atteint cet état en ne consommant aucun glucide et en obtenant beaucoup d'énergie des graisses. Et c'est ainsi que vivaient nos ancêtres. Que pouvons-nous donc apprendre de nos ancêtres à propos du cancer? À quel point le cancer était-il répandu? Si nous regardons nos ancêtres qui se trouvaient souvent dans un état de cétose. Eh bien, c'est difficile à dire à partir des découvertes de squelettes, mais je pense que nous pouvons beaucoup apprendre des tribus indigènes. Des personnes qui, même à l'époque moderne, avaient un mode de vie traditionnel. Albert Schweitzer, le grand médecin humanitaire, est allé en Afrique et a étudié des tribus qui vivaient selon leur mode de vie traditionnel. Il est arrivé à une conclusion étrange. Ils n'ont pas de cancer. Pour nous, c'est complètement absurde. Oui, le cancer était extrêmement rare chez les autochtones, qui vivaient en accord avec leur mode de vie dans ces régions. Les Britanniques, lorsqu'ils sont venus, ont examiné l'état de santé des personnes vivant dans le cercle polaire. Le cancer n'y était pas présent non plus. Ils avaient d'autres maladies, mais pas de cancer. Indigènes. Il semble que notre mode de vie. Nous ne pouvons pas remonter 50 000 ans en arrière pour étudier les gens de l'époque. Mais nous avons des personnes à l'époque moderne dont nous pouvons étudier les modes de vie. Ces faits sont présents. Des Suisses et plusieurs autres médecins d'Europe se sont rendus en Afrique et ont observé ces tribus traditionnelles et ont dit « Waouh, qu'est-ce qui se passe avec ces Africains? Pourquoi n'ont-ils pas de cancer ?» Lorsque l'alimentation moderne a pénétré leur société, le cancer est devenu incontrôlable. Qu'en est-il de nos autres parents, les primates? Également.
Il n'a jamais été constaté de cas documentés de cancer du sein chez une femelle chimpanzé, et ils nous ressemblent à 98% sur le plan génétique. Il est clair ce qui se passe. Les singes ne développent généralement pas de cancer. Ils mangent, mais pas ce que nous mangeons, d'accord? L'homme ne s'est pas non plus développé pour consommer des quantités massives de porc gras, de frites, de beignets remplis de gelée ou de pizza. Nos ancêtres ne mangeaient pas ce genre de choses. À la place, nous chassions et rôtissions des animaux. Nous mangions tout ce qui marchait, rampait, volait ou nageait sur cette planète. Les animaux faisaient partie de notre alimentation. Nous n'avions pas de beignets partout, pas de stand de fast-food à chaque coin de rue. Nous avons évolué sur des périodes extrêmement longues, tout comme nos ancêtres primates. Les animaux dans les zoos, comme les chimpanzés, les gorilles et d'autres singes, sont nourris avec leurs aliments naturels, comme s'ils vivaient dans leur habitat naturel, que ce soit en Amérique du Sud, en Afrique ou ailleurs. Nous ne jetons pas des beignets à la gelée et des morceaux de pizza dans l'enclos des chimpanzés tous les jours. En fait, je suis même allé au zoo ici à Boston, au Franklin Park Zoo, et aussi au zoo de San Diego. J'ai demandé aux gens du zoo, pourquoi ne donnez-vous pas simplement une grande pizza aux animaux? Oh non, ce serait de la cruauté envers les animaux. Leur système digestif n'est pas conçu pour cela, et le nôtre non plus. Trop de gens sont en surpoids, nous avons des maladies chroniques, parce que nous ne sommes pas faits pour manger toute cette cochonnerie que nous consommons aujourd'hui. Notre technologie alimentaire s'est développée beaucoup trop rapidement par rapport à ce que nous pourrions supporter. Beaucoup plus rapidement que notre biologie. Pouvez-vous m'expliquer quel rôle joue l'exercice dans la prévention du cancer? Eh bien, l'exercice réduit le taux de sucre dans le sang et diminue également le glutamine. Les deux carburants qui alimentent le cancer. Eh bien, nous ne pouvons pas éliminer complètement le glutamine par l'exercice, mais mon défunt bon ami, George Cahill, a publié des travaux montrant comment l'exercice peut effectivement réduire la disponibilité du glutamine. Cela contribue donc déjà un peu. De plus, lorsque vous faites de l'exercice, vous brûlez des glucides et réduisez ainsi naturellement le taux de sucre dans le sang. En cétose, notre corps brûle des cétones et l'apport en oxygène par l'exercice maintient les mitochondries en excellente santé à leur niveau maximal d'efficacité énergétique. Donc, l'exercice est au top en termes de prévention. Et la construction musculaire? La construction musculaire est tout aussi importante que l'entraînement d'endurance. L'oxygène entre et vous brûlez des cétones, ce qui, comme je vous l'ai déjà dit, est un excellent carburant. Ton corps est donc en super bonne santé. Les corps de nos ancêtres, ces gens-là, étaient en pleine forme. Il n'y avait pas de surpoids dans ces tribus. Ils avaient un énorme dynamisme et ne mouraient de pas des choses qui nous tuent aujourd'hui. Ils mouraient de blessures et d'infections. Lorsque vous avez décrit ce changement progressif dans la cellule, alors que la cellule passe à un système de fermentation, cela semblait très graduel. Alors je me suis dit, d'accord, cela signifie-t-il que le cancer est un processus insidieux? Se développe-t-il en quelque sorte en moi? Ou non? En fonction des choix de vie que je fais et des facteurs environnementaux actuels? Ce que je veux savoir, le cancer commence-t-il lentement? Même des années avant de consulter un spécialiste? Oui, c'est un processus insidieux et il peut être influencé par des facteurs cancérigènes de notre environnement, comme le manque d'exercice. Nous ne bougeons pas autant que nos ancêtres de l'âge de pierre. C'est évident. Nous avons d'énormes quantités de glucides transformés dans notre alimentation. Nous avons beaucoup de stress émotionnel. Nous avons du stress mental, surtout émotionnel. Cela a un impact hormonal négatif sur notre biologie. Nous dormons trop peu. Beaucoup d'entre nous en souffrent parce que nous sommes constamment sous stress. Lorsque l'on combine tous ces facteurs de stress mentionnés chez une personne, on peut s'exposer à un risque accru de cancer, car tout cela endommage et réduit l'efficacité des mitochondries. Et en plus, avoir de la joie de vivre, des amitiés et ce genre de choses, cela réduit le stress de nombreuses façons différentes, permet aux gens de prendre plaisir à s'impliquer et à passer une belle journée au lieu de devenir dépressif. Quand on combine tout cela et qu'on adopte en plus une alimentation et un mode de vie approprié, on s'expose au risque de nuire à la respiration cellulaire normale et de passer de cette production d'énergie à l'énergie de fermentation. Ce que j'aimerais comprendre, est-ce une transition progressive? C'est une transition progressive. Cela prend de nombreuses années.
Combien de temps cela prend-il pour un côlon? Jusqu'à ce qu'un groupe de cellules dans une crypte du côlon passe d'une phase à l'autre? Ces cellules, cet organe sont constamment sous stress. Pourquoi attrapons-nous le cancer? L'un développe un cancer du côlon, un autre un cancer du sein, un autre encore un cancer de la vessie, et quelqu'un a une tumeur cérébrale. Toutes ces différentes sortes. Quoi qu'il se soit passé, le processus a conduit à une perturbation progressive de la phosphorylation oxydative, de la respiration oxydative, et à une transition progressive vers la fermentation, par exemple dans le cerveau. Les neurones tombent rarement malades du cancer. Mais les cellules gliales qui soutiennent les neurones sont la source d'origine du cancer du cerveau. On peut examiner différents types de cellules. Elles sont différemment vulnérables. Pourquoi? L'un attrape un cancer du poumon à cause du tabagisme, l'autre un cancer de la vessie à cause du tabagisme. Comment tout cela a-t-il commencé? Tout a commencé avec une population cellulaire dans l'un de ces organes qui a subi une interruption chronique. Pas soudaine, mais une interruption chronique de l'énergie oxydative, suivie d'une augmentation de cette énergie de fermentation. Il est donc absolument nécessaire d'étudier ce dysfonctionnement de nos mitochondries. Absolument. J'aimerais avoir une liste des choses qui causent cette dysfonction. D'accord, les agents cancérigènes. Substances cancérigènes. Oui, par exemple, comme l'amiante et de nombreuses autres substances chimiques dans l'environnement que l'on connaît. Il existe toute une liste de cancérigènes. Ils figurent sur les étiquettes de divers produits chimiques. Il est indiqué cancérigène, quelque chose de ce genre. Quelles sont les choses cancérigènes qui ne sont pas connues de tout le monde? Oh, par exemple, quelque chose comme les microplastiques. Ou par exemple, Les microplastiques ne sont-ils pas responsables du cancer du sein? Parce que quand je pense au cancer du sein, je pense toujours au déodorant et aux produits que nous appliquons sur notre peau. eh bien, voici un cas intéressant avec la poudre de talc. Comment la poudre de talc peut-elle causer un cancer de l'ovaire? Elle est absorbée par le tractus urogénital et forme un foyer dans une partie du tissu ovarien. Qu'est-ce qu'un foyer? Un locus, c'est-à-dire une accumulation de matière. Un foyer est une zone où, par exemple, des matériaux de talc s'accumuleraient, ce qui conduit à une zone enflammée dans le corps, et notre système immunitaire réagit et vérifie ce qui se passe. Notre système immunitaire est une machine de guérison et il reconnaît quelque chose qui n'est pas normal. Notre système immunitaire nettoierait normalement tout cela sans problème, mais les cytokines et les facteurs de croissance utilisés entraînent à long terme des dommages aux mitochondries, ce qui provoque la formation d'une tumeur. Donc, si je reçois de la poudre de talc, du sébum, des granulés ou quoi que ce soit d'autre, et que cela pénètre dans mon corps essaie alors de le décomposer, de l'éliminer. Et cela provoque une inflammation qui entraîne des dommages aux mitochondries dans les groupes de cellules à proximité de cette densité cellulaire. Et je dirais que c'est la même chose pour de nombreuses nanoparticules différentes. Oui, et les microplastiques en font maintenant aussi partie. Cela est actuellement étudié. Mais il y a aussi des cancérogènes chimiques, comme le tétrachlorure de carbone. Il existe toutes sortes d'autres substances qui peuvent causer des dommages, comme l'arsenic et ses produits chimiques. L'uréthane, tout ce qui peut endommager chroniquement une mitochondrie et la forcer au fil du temps à augmenter la production d'énergie par fermentation sans oxygène. Ne sont-ils pas partout? Comment puis-je m'en protéger au quotidien? Eh bien, c'est pourquoi on l'appelle le paradoxe oncogène. Mais on peut y échapper. C'est pourquoi je dis, si tu peux garder tes mitochondries en bonne santé, tu resteras en bonne santé. Et comment? Exercice et réduction de la consommation de glucides fortement transformés. Dois-je éviter les articles contenant des microplastiques? Le problème avec les microplastiques, c'est qu'ils se trouvent partout. Nous ne sommes pas vraiment sûrs de leur potentiel à causer le cancer. Nous commençons tout juste à faire des recherches. C'est maintenant un nouveau domaine de recherche. Ils peuvent provoquer de petites inflammations cellulaires dans différentes populations cellulaires. Mais il est très difficile de causer des dommages chroniques sérieux aux mitochondries. Les mitochondries sont des organelles cellulaires robustes. Le problème est que nous les traitons mal, de manière chronique, sans comprendre ce que nous devons faire pour les maintenir en bonne santé. Même si tu es exposé à des agents chimiques cancérigènes et à toutes les autres choses, si tu maintiens ton corps aussi sain que possible, tu peux retarder ou peut-être même prévenir les dommages. Les dommages aux mitochondries peuvent être réduits au minimum. C'est donc réellement entre tes mains. Tu peux réellement réduire le risque de cancer en pratiquant ce qui maintient les mitochondries en bonne santé, un entraînement intense, des repas moins fréquents ou un jeûne complet. Il est alors peu probable de développer un cancer de manière aiguë. Quand nous mettons des souris sous restriction calorique,
Il est très difficile de provoquer des tumeurs. Leur corps était tellement en bonne santé. Cela a été prouvé il y a de nombreuses années, dans des études où des souris ont été utilisées pour simuler le cancer du sein. Lorsqu'on les mettait au régime, la fréquence des tumeurs était beaucoup plus faible. Le cancer est donc bien évitable. Le cancer est une maladie très évitable. C'est juste que nous faisons tout avec notre alimentation et notre mode de vie pour déclencher le cancer. De nombreux instituts du cancer croient que le cancer est un problème génétique. Ils disent que ce n'est pas vrai. Vous voyez cela différemment? Les preuves sont claires. Je veux dire, il ne s'agit pas de ce que je crois, mais de ce que les données nous disent. Donc, selon la théorie des mutations somatiques du cancer, les mutations dans le noyau cellulaire conduisent à une prolifération cellulaire dysrégulée. La théorie des mutations traditionnelles. Selon ma théorie métabolique, il s'agit d'une transition des mitochondries de la respiration cellulaire normale à un métabolisme de fermentation à l'intérieur de la cellule. Les mutations sont en grande partie sans importance. Par là, je veux dire ceci. Lorsque les mitochondries deviennent défectueuses, elles émettent des ROS, espèces réactives de l'oxygène. Elles sont cancérigènes et mutagènes. Qu'est-ce que cela signifie? Elles provoquent des mutations. Beaucoup des mutations que nous voyons dans le noyau de la cellule tumorale, c'est le point principal de la théorie des mutations somatiques, sont des effets secondaires de la perturbation des mitochondries. Ainsi, le mitochondrie cause d'abord ses conséquences, ces mutations, qui selon la théorie des mutations somatiques, sont la cause de la croissance cellulaire non régulée. Cependant, j'ai étudié pourquoi cela ne peut pas être vrai. Il existe des cellules cancéreuses qui ne présentent aucune mutation. Personne ne connaît ce fait. Pourquoi personne n'en parle-t-il? Parce que cela remet en question la théorie. La théorie standard affirme que tous les types de cancers ont des mutations. Mais s'il existe certains types de cancers sans mutation, alors la théorie ne peut pas être vraie. Ensuite, les mutations elles-mêmes. Les gens qui croient en cette théorie disent alors « D'accord, la théorie n'est vraie qu'en partie. Toutes les mutations ne sont pas pathologiques et cancérigènes, seulement certaines. Ces quelques-unes ont une expression. On les appelle des mutations conductrices. Un joli terme. Et d'autres mutations sont appelées passagères. Elles ne provoquent rien. Les mutations conductrices causent la croissance cellulaire non régulée. Ces mutations conductrices devraient être la cause, n'est-ce pas? Voici quelques nouvelles découvertes de la littérature sur le cancer. Vraiment incroyables. Les chercheurs ont prélevé des tissus normaux de personnes provenant de différents organes, pas de patients, mais de personnes en bonne santé comme toi. Il s'est avéré que dans ces tissus sains, il y a aussi des mutations conductrices présentes. Par exemple, dans l'œsophage et dans différentes parties de ton corps. Tu as des mutations conductrices, mais tu n'as pas de cancer. Comment est-ce possible? Comment se fait-il que ces mutations conductrices causent une croissance cellulaire dysrégulée, alors que nous avons des milliers de mutations conductrices qui ne causent pas de croissance cellulaire dysrégulée? D'accord? Voici un autre argument dévastateur contre l'opinion dominante selon laquelle le cancer serait déclenché par des mutations dans le noyau cellulaire. Si l'on prend le noyau d'une cellule tumorale, ici tu as une autre cellule normale dont tu retires le noyau, et tu insères le noyau de la cellule tumorale dans ce cytoplasme sain, on obtient alors une croissance normale, pas une croissance déréglée. Mais si j'ai une cellule saine, que j'en retire le noyau, puis que j'insère ce noyau dans un autre cytoplasme contenant des composants mitochondriaux défectueux, alors nous obtenons une croissance cellulaire déréglée. Cela a déjà été confirmé à de nombreuses reprises par des chercheurs. Donc, pour résumer, si l'on retire le noyau d'une cellule tumorale et qu'on l'insère dans une cellule normale et saine, tout va bien. Tout va bien. Mais si on prend le noyau d'une cellule saine et qu'on l'insère dans une cellule tumorale, on obtient une croissance tumorale. Donc, ce n'est pas à cause du noyau. Exactement. Un autre point supplémentaire, les mitochondries sont malades. Comme je l'ai dit, il existe des cellules cancéreuses sans mutation. Et il y a des mutations conductrices dans des cellules normales qui ne deviennent jamais cancéreuses. Quand on prend en compte toutes ces choses, il faut vraiment être un idéologue désespéré pour croire que le cancer est une maladie génétique. Cependant, l'hypothèse fondamentale est que le cancer serait une maladie génétique. Dans chaque manuel, il est dit que le cancer est une maladie génétique. Pourquoi alors la communauté scientifique n'a-t-elle pas changé d'avis, malgré les preuves qu'elle présente? Dans la science, ce genre de choses est très difficile. Ce genre de changement ne se fait généralement pas de manière graduelle. Lorsqu'une théorie en remplace une autre, on appelle cela plutôt un changement de paradigme. Et dans toute l'histoire des sciences, de tels changements de paradigme ont été réalisés avec une très grande résistance. L'exemple le plus clair est le tournant copernicien, lorsque pendant plus de 1800 ans, tous les astronomes se sont trompés.
Les premiers astronomes pensaient que la Terre était immobile au centre du système solaire. Pendant 1800 ans, c'était Claudius, Ptolémée, Aristote, la Bible et de nombreuses autres sources. La Terre est immobile et le Soleil, la Lune et les planètes tournent tous autour de la Terre. Pendant 1800 ans, Copernic travaillait avec ses formules mathématiques. Mais les formules ne fonctionnaient jamais correctement. Il se demanda alors, que se passerait-il si nous mettions le Soleil au centre du système solaire et considérions la Terre simplement comme une planète qui tourne autour de lui? Soudain, les chiffres avaient du sens. Et Giordano Bruno, un théologien, a été exécuté parce qu'il a suggéré que Copernic avait raison. À l'époque, il y avait une énorme résistance de la part de l'Église catholique romaine. Et exactement la même chose s'est produite lorsque Louis Pasteur a dit que ce sont les germes, et non pas le mauvais air, qui sont la cause des maladies. Et lorsque la théorie de l'évolution de Darwin et Wallace a affirmé que nous n'étions pas une création spéciale, c'est la sélection naturelle qui peut expliquer l'homme. Ce furent des changements de paradigme énormes dans l'histoire de la science. Ce que nous voyons aujourd'hui est exactement la même chose. Les mitochondries sont au centre du problème du cancer, pas le noyau cellulaire. Les mitochondries. Le cancer est une maladie métabolique mitochondriale. Et dès que l'on reconnaît cela, nous réduirons drastiquement les taux de mortalité. Dans très peu d'années, c'est certain. Donc, si nous considérons les voies du carburant et reconnaissons que les mitochondries sont le centre du dysfonctionnement et finalement de la maladie dans la cellule, quel impact pensez-vous que cela aura sur le taux de mortalité dans les années à venir? Il va baisser drastiquement. Je ne prétends pas que nous allons éliminer le cancer. Nous ne nous en débarrasserons peut-être jamais complètement, mais nous pouvons apprendre à vivre avec. Si nous reconnaissons qu'il ne peut pas survivre sans ces deux carburants, et que l'on adopte un régime alimentaire et un mode de vie qui limite la disponibilité de ces deux carburants, tout en mettant l'accent sur la santé des mitochondries. Et si nous ne faisons pas cela, que se passe-t-il alors? Alors le statu quo sera maintenu et une personne sur deux développera un cancer. Les statistiques ne changeront pas beaucoup. Pensez-vous que tout cela est intentionnel? Car lorsque nous parlons de telles choses, de Big Pharma et de leurs incitations financières, pensez-vous que les décideurs ne veulent pas de changement? Selon vous, ces points de vue conspirationnistes sont-ils corrects? Conspiration? Je ne sais pas. Je n'aime pas le terme conspiration. C'est absurde. Je préfère que nous nous concentrions sur les faits qui sont devant nous. Mais voyez-vous une attitude défensive de la part de Big Pharma ou de l'industrie alimentaire? Oui, il est vrai que ces secteurs pourraient avoir un intérêt à ce que tout reste comme avant. Certaines industries gagnent beaucoup d'argent avec le cancer, par exemple les hôpitaux, ou le sujet des subventions. Nous recevons 7 milliards de dollars par an pour la recherche sur le cancer, de la part du National Cancer Institute, qui attribue presque toutes les subventions pour rechercher des mutations génétiques et toutes ces choses. Nous développons des médicaments extrêmement coûteux, basés sur la théorie de la mutation somatique du cancer, qui ne réduisent pas vraiment le taux de mortalité. Comme je l'ai dit, pendant que nous parlons ici, 140 personnes mourront du cancer. 1700 personnes par jour. Cela ne fait qu'empirer. Il y a constamment des événements caritatifs pour collecter davantage de fonds pour la recherche. Où va tout cet argent? Qu'en font-ils? Aucune responsabilité. Et quand on voit le comité consultatif scientifique de ces organisations, ils croient tous que le cancer est une maladie génétique. Recherche inutile. Il est trop difficile pour le domaine d'accepter une autre théorie. Ce serait trop traumatisant, pour la recherche sur le cancer, de reconnaître ma théorie. Ce serait trop perturbateur pour cette immense industrie. Ils vont progressivement s'adapter à cette nouvelle théorie. Ce n'est qu'une question de temps, car nous ne pouvons pas continuer sur cette voie. C'est immoral ce que nous faisons aux patients. Selon une statistique, la fréquence de contracter un cancer dès l'âge de 40 ou 50 ans a augmenté d'environ 80% depuis 1990 jusqu'à 2019. C'était dans le BMJ Oncology. Le cancer à début précoce concerne essentiellement les patients de moins de 50 ans. Et quand j'y pense, je vis en Angleterre. Lors de presque chaque course de bienfaisance, course caritative ou marathon, l'argent va à la recherche sur le cancer. Il est donc clair que ces dernières décennies, une quantité incroyable d'argent a été investie dans la recherche sur le cancer. Mais néanmoins, pendant la même période, il y a eu une augmentation de 80% des cas de cancer chez les jeunes. Je me dis alors, comment est-ce possible? Cette recherche ne semble pas particulièrement efficace. Comme mentionné précédemment, les gens ne se demandent jamais
À quoi servent ces dons? Quel type de recherche? Que font-ils exactement? Quel genre de recherche est-ce? La science qui est menée est erronée. Certes, de grandes choses ont déjà été accomplies pour maintenir en vie les personnes atteintes de cancer. Car si l'on pense à la probabilité de mourir d'un cancer, celle-ci a apparemment diminué. Dans une certaine mesure, c'est le cas. Il y a deux définitions à ce sujet. On parle de survie sans progression et de survie globale. Ce sont les termes utilisés dans la recherche clinique sur le cancer. Ils sont liés à l'approbation des médicaments par les autorités, la FDA, lorsqu'un médicament améliore la survie sans progression. Sans progression signifie qu'il semble que le médicament agit sur la tumeur. C'est ainsi, la tumeur, on peut la voir, elle devient de plus en plus grande et de plus en plus mortelle. Et quand je vois qu'elle ne grandit presque plus, je dis « Waouh, regarde, ça ralentit ». Donc, nous avons influencé la progression traditionnelle, d'accord? C'est ce qu'on appelle la survie sans progression. Et puis il y a la survie globale. Donc, il y a deux façons d'approuver des médicaments, principalement pour le cancer, n'est-ce pas? Comment cela affecte-t-il la survie sans progression? Et comment cela affecte-t-il la survie globale? Mais la FDA a cessé de considérer la survie globale. Les études ne portent plus que sur la survie sans progression, sur le contrôle de la tumeur. Mais les patients ne vivent que quelques mois de plus qu'ils ne l'auraient fait sans ce médicament. C'est uniquement pour cette raison qu'il est finalement approuvé. Et cela, contrairement à la survie globale. Tu sais, tu ne vis que 2 mois et demi de plus. La tumeur semblait être assez bien contrôlée, mais ta survie globale est seulement un peu plus longue. Mais comme les taux de croissance ont diminué, ce médicament est approuvé. Beaucoup des nouveaux médicaments que nous administrons obtiennent de bons résultats en termes de survie sans progression, mais sont terribles pour prolonger significativement la survie. Mais c'est là le point crucial. Exemple, Avastin, bevacizumab. C'est un médicament immoral qui ne devrait jamais être utilisé sur des humains. Il a été interdit parce qu'il provoquait des perforations intestinales chez les femmes atteintes de cancer du sein. Ils l'utilisent encore pour les tumeurs cérébrales. Nous pouvons désormais bien identifier les tumeurs cérébrales, les glioblastomes, grâce aux images PET de glucose, pas avec de simples scans PET ou l'IRM. Donc la tumeur est visible de nos jours, d'accord? Tu peux la voir. Maintenant, nous donnons Avastin aux patients atteints de cancer. C'est ce médicament anti-angiogénique. Avastin est censé restreindre les vaisseaux sanguins anormaux, n'est-ce pas? Ils pensent que les vaisseaux sanguins angiogéniques alimentent le cancer. En réalité, c'est la fermentation qui alimente la croissance du cancer. Donc, nous administrons ce médicament. Que se passe-t-il? La tumeur disparaît, cesse de croître. Excellent résultat. Waouh! Le patient est tout excité. Le médecin regarde les images et dit « Regarde ça, ça fonctionne super bien. On dirait que ça s'améliore. » Ce que le médicament fait réellement, c'est que les tumeurs envahissent tout le cerveau. Une propagation à travers tout ton cerveau. Tu ne vis pas plus longtemps à cause de cela, mais tu as eu cet intervalle sans progression. Néanmoins, le patient est brièvement content, car il semble que la tumeur disparaisse avec ce médicament très coûteux. Mais ce qu'il fait réellement, c'est qu'il garantit presque que ce patient ne survivra pas. Pourquoi? Parce que les cellules tumorales sont dispersées dans tout le cerveau. C'est pourquoi le médicament est immoral pour moi. Mais la chimiothérapie et la radiothérapie sont déjà efficaces pour maintenir en vie des personnes qui mourraient autrement. Pour certains types de cancers, cela peut être le cas. C'est un autre point que nous devons aborder. Je travaille principalement sur les tumeurs cérébrales et les glioblastomes et des choses similaires. Lorsque vous irradiez le cerveau de quelqu'un qui a une tumeur, vous libérez d'énormes quantités de glucose et de glutamine dans le micro-environnement. Et quand vous regardez la courbe de survie pour le GBM dans le monde entier, c'est un choc. Les résultats de tous les articles sur le GBM arrivent presque toujours au même résultat exact. Des résultats d'études aussi cohérents sont rares. Tout le monde meurt, presque 100%, à cause de la disponibilité du carburant. On peut citer le corps médical ainsi. Bien sûr, nous faisons de la chimio puis une opération, ensuite du témozolamide, des stéroïdes, et ensuite on irradie bien. Résultat, tout le monde meurt, presque 100%. Certes, pas tous. Néanmoins, le taux de survie à 5 ans est très, très bas. Et le taux à 10 ans est presque nul. Mais qu'en est-il du cancer du sein? Si le patient a une tumeur qui est exactement délimitée, que le cancer ne s'est pas encore propagé, on peut effectivement guérir le patient avec une irradiation ou une intervention chirurgicale. Mais si l'on a une quelconque forme de métastase, alors les opérations n'aident plus beaucoup. De plus, si l'on avale un poison puissant comme la doxorubicine, que l'on appelle aussi le diable rouge Red Devil, l'urine devient rouge. Tout devient rouge.
Une thérapie géniale, n'est-ce pas? C'est une chimiothérapie pour tuer un petit groupe de cellules spécifiques, une petite propagation, mais les cheveux tombent. Tout cela est du poison pur. Et parmi les millions de patients qui ont survécu au traitement standard, il y a aussi des centaines de milliers qui souffrent des effets secondaires du traitement, de l'empoisonnement, de l'irradiation ou de la mutilation chirurgicale. Beaucoup d'entre eux doivent complètement réorganiser leur vie et souvent le cancer revient ou ils meurent de maladies cardiovasculaires ou des effets secondaires de ce traitement brutal. Personnellement, j'appelle ces méthodes médiévales. Nous sommes au XXIe siècle. Ce que nous faisons aux patients atteints de cancer est irresponsable. En revanche, si nous appliquons une thérapie métabolique, nous réduisons réellement la tumeur. Plus tard, le chirurgien peut intervenir et constate souvent que la tumeur est plus petite grâce à la thérapie et il peut retirer plus de tissus pathologiques. Après l'opération réussie, nous passons ensuite à une approche pour la prévention d'un autre cancer. La thérapie métabolique peut être utilisée non seulement pour la prévention du cancer, mais aussi pour le traitement du cancer. Bien sûr, la plupart des gens préféreraient de loin prévenir le cancer plutôt que de se faire traiter, mais avec le traitement standard, on peut oublier cela. C'est trop toxique. Personne ne demande « Bonjour, j'aimerais recevoir du doxorubicine super toxique et des radiations pour empêcher le patient d'avoir un cancer. » Ce scénario est bien sûr absurde. Mais avec notre méthode, c'est possible. La thérapie métabolique peut être utilisée à la fois pour la prévention et le traitement. Très bien. Dans le traitement aigu, nous inhibons la glutamine avec des médicaments spécifiques. Intéressant.